suivants. Coût global, avec toutes les suggestions, 7 540 642. 40%, on va essayer d'aller chercher 40 000 euros de subvention à l'ADEME. Dotation politique de la ville 2023, 750 000 euros. Sur le fonds vert, 3 millions d'euros. Sur la DSIL 2023, 2 millions d'euros. Fonds propres pour la commune, 1 750 642. Ce qui nous porte au total hors taxe de 7 540 642 euros. Voilà, c'était un peu long. Y a-t-il des demandes d'intervention? Des questions? Monsieur Salmon. Ça va mieux. Alors, notre sujet paradoxal, qui peut être contre la rénovation énergétique de l'hôtel de ville? Ce bâtiment a près de 40 ans. Il mérite effectivement d'être revu au regard des critères actuels et de ce qu'on attend d'un bâtiment en termes de confort thermique. Il mérite sans doute aussi, et vous l'aviez déjà engagé, de recomposer les espaces de travail. Simplement, au cœur de cette opération se cachent deux détails, mais qui pour moi prennent toute leur importance. C'est d'abord la suppression de la salle du conseil et de la table qui réunit le conseil municipal pour transformer cet espace en bureau et, partant, le déménagement, je dirais, des réunions du conseil municipal dans ce qui est aujourd'hui une salle de réception et une salle de mariage dont on ne connaît pas encore la configuration, mais les rumeurs les plus folles circulent sur le réaménagement. Donc en attendant d'y voir plus clair, je ne vais pas donner cours à ces rumeurs, mais simplement, moi, je voudrais porter à nouveau votre attention sur... Je vais essayer il faut être mesuré, il ne faut pas non plus exagérer, sur la disparition d'un élément de patrimoine de notre ville. Notre ville est une ville récente. On fête cette année les 50 ans de l'arrivée des premiers habitants, en septembre 1973. Elle a peu d'éléments de patrimoine architectural ou architecturaux, puisqu'il n'y a pas de bâtiments emblématiques, on est sur des lotissements, sur des immeubles, donc il n'y a pas de choses hors normes à faire visiter. Il y a le village terre qu'on est tous contents de montrer à nos visiteurs, à nos amis. Et puis dans le patrimoine bâti, dans le patrimoine public, il y a de ci de là des œuvres qui ont été réalisées devant la plupart du temps les groupes scolaires. Alors certaines sont en mauvais état, d'autres plus ou moins entretenues. Puis il y a du patrimoine dont on est fier de parler parce que ça représente quelque chose. Un des éléments est la salle du conseil municipal avec cette table qui a été réalisée spécialement pour notre ville, qui avait été étudiée et réalisée pour que chaque conseiller municipal autour de la table soit à égalité de place, permette l'échange et je dirais une certaine convivialité et avoir des débats moins rigides que ce qu'on peut avoir ici en randonnion dans cette salle provisoire. Et vouloir détruire ce patrimoine pour en faire des bureaux, je trouve qu'on fait l'économie d'efforts et on aurait pu sans doute trouver d'autres organisations pour cette salle et les bureaux. Et puis, par ailleurs, il y a la salle des mariages. Pour ceux qui, comme moi, et vous êtes nombreux dans cette salle, avaient eu la chance de célébrer des mariages dans cette salle, dans cette fosse, vous savez tous qu'il y a passé l'effet de surprise pour les mariés. Il y a, je dirais, une espèce de fierté en disant « Tiens, je me suis marié dans un lieu qui est un peu différent de ce qui se passe d'habitude. C'est pas les ors et rouges habituels des mairies du 19e siècle ou de la Troisième République, mais il y a quelque chose. Et je trouve dommage de banaliser cette salle. Alors, encore une fois, on ne sait pas, la fosse va-t-elle disparaître ? Ça,
Je vous laisserai nous répondre et nous éclairer. Mais je trouve dommage qu'on veuille à tout prix banaliser cet hôtel de ville. C'est pourquoi, sans nous opposer aux objectifs de rénovation énergétique, nous voterons contre ce dossier parce que cette transformation des salles du conseil et de la salle des mariages sont apparues un peu comme ça au hasard, sans qu'il y ait eu un véritable débat. Et nous confirmons donc notre opposition. Bien. Alors, je serais tenté de vous dire, M. Salmon, que la première chose, je ne pense pas que ce soit la configuration des lieux ou un élément mobilier qui confère à la convivialité des débats dans une enceinte de conseil municipal. Je crois que ce n'est pas le mobilier qui compte, c'est la manière dont les gens se parlent et dont on appréhende son rôle de conseiller municipal. Ça, c'est ma première réponse. Vous nous faites un procès d'intention en disant vous allez banaliser. Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien parce qu'effectivement, pour ce qui est de la salle du conseil et de la salle des mariages, il n'y a pas encore de projet. C'est quelque chose qui va être débattu dans le cadre justement du projet d'aménagement. Il y a des plans qui ont été faits pour la partie réaménagement bureau, etc. Mais pour la salle du conseil et la salle des mariages, puisque ce sera une double fonction, il y aura des présentations de projets à faire auxquelles je ne suis pas du tout hostile à vous associer. Mais vous associer ne veut pas dire vous laisser décider. Voilà, il faut qu'on soit bien clair à la limite de la participation. Oui, immanquablement, la fosse va disparaître. Oui, parce que si on veut effectivement pouvoir utiliser tout l'espace de cette salle qui était très légèrement inférieur à la salle du conseil, il faut qu'on puisse retrouver une surface de plancher utile. Voilà. Et pour qu'elle soit utile, eh bien, il faut plus qu'il y ait la fosse. Voilà. Alors, sur les éléments de patrimoine, moi, je veux bien, oui, je veux bien entendre que ce mobilier était particulier, une partie sera conservée et sera mis en valeur. Pour le reste, qui a conduit nos décisions, c'est simplement le fait que ce bâtiment a été tellement bien conçu qu'on ne pouvait pas mettre de charges supplémentaires au deuxième étage, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas modifier et recharger au-dessus pour pouvoir éventuellement gagner les 300 à 320 mètres carrés dont nous avions besoin pour loger les services, dont certains sont quand même travaillés jusqu'à présent dans des conditions qui, moi, ne me satisfont pas, eu égard à la place disponible et au fait que ce bâtiment, vous l'avez dit, a 40 ans et qu'il fallait le reprendre. Qu'on n'avait pas possibilité de l'étendre, de faire des extensions sur le côté. Et que donc, pour gagner les surfaces dont nous avions besoin, on a récupéré une partie en créant une mezzanine sur une partie du hall d'entrée qui était de l'espace perdu, et puis effectivement en regagnant le reste de l'espace sur la salle du conseil. Aujourd'hui, compte tenu, j'allais dire, du contexte économique et environnemental qui est le nôtre, la priorité va davantage à la fonctionnalité et à l'économie d'exploitation parce que sinon ces bâtiments pèsent sur notre budget de fonctionnement plutôt qu'à la préservation d'une partie du patrimoine qu'il faut peut-être effectivement sacrifier pour des raisons économiques. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va banaliser. On fera en sorte de garder à cette salle qu'on appellera sans doute salle des cérémonies et dans laquelle se tiendra le conseil municipal l'aspect solennel qui lui convient. Mais solennel ne veut pas dire impersonnel. Voilà. Mais ça sera travaillé dans le cadre des projets architecturaux qui nous seront présentés par la suite. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je mets aux voix sur donc, le plan de financement de ce contrat de performance énergétique. Y a-t-il des oppositions ? Donc 3 et 2, 5.
5 oppositions. Et le reste est approuvé. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à Laurent Di Santo pour l'attribution de garantie d'emprunt au bénéfice au bénéfice de Alpes Isère Habitat. Bonsoir, messieurs, dames, chers collègues. Effectivement, nous avons deux attributions de garantie d'emprunt que nous allons voir ensemble, donc pour la même société, donc Alpes Isère Habitat, qui par courrier du 24 avril dernier donc, a sollicité notre commune pour garantir un premier prêt donc, pour le financement de l'amélioration thermique de la résidence Village Dauphinois 1. Donc c'est une résidence située à allée des Halles et allée des Cerisiers, une résidence qui date de 1985 et laquelle n'avait pas connu de rénovation depuis. Résidence composée de 24 logements. Donc pour faire assez rapide sur le détail, c'est un prêt contracté auprès de la Caisse de dépôt et consignation pour un montant de 678 462 €, considérant que nous nous portons donc garant à la hauteur de 40% de ce montant, c'est-à-dire pour un montant de 271 384 €. Je vous épargne les centimes. Et le reste, comme d'habitude, étant la CAPI qui se porte garante pour le 60%, qui est co-solidaire dans ce dossier. Et là, je crois que je vous ai tout dit. Pour la première demande d'attribution de garantie d'emprunt. Oui, effectivement. Fais les deux dans la foulée. La seconde est, j'allais dire, presque similaire, puisqu'il s'agit cette fois de la résidence Village Dauphinois 2, qui est composée de 22 logements. Rien ne change dans les détails. Notre commune se porte garante à 40%, donc de 819 075 €, c'est-à-dire pour un montant de 327 630 €. Et je viens de vous le dire, le reste étant à la charge de la CAPI pour 60%. Voilà. Bien, sur ces deux garanties d'emprunt, y a-t-il des demandes d'intervention? Non. S'il n'y en a pas, je les mets aux voix. Donc pour ces deux garanties d'emprunt au bénéfice d'Alpes Isère Habitat concernant le village Dauphinois 1 et le village Dauphinois 2, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Laurent, toujours, décision modificative numéro 1 au budget. Oui, effectivement. Donc, lors de la préparation budgétaire 2023, nous avions inscrit la somme de 760 000 € au chapitre 77, c'était en section de fonctionnement, donc pour budgétiser nos sessions immobilières de l'année. La trésorerie de Bourgoin nous a donc demandé d'inscrire cette somme en section d'investissement et c'est pour cette raison que nous présentons donc cette décision modificative. Il s'agit en fait d'un jeu d'écriture ce soir qu'on va vous présenter, enfin que vous voyez en détail, entre nos recettes et nos dépenses, et cela dans chacune de nos sections, en vue de simplement de garantir l'équilibre budgétaire. Effectivement, ça change la masse globale du budget de fonctionnement et en section de fonctionnement, je vous l'ai dit, et en section d'investissement. Vous avez aussi peut-être les montants dans les dernières lignes. Là aussi, je crois que je vous ai tout dit. Très bien. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette décision modificative? Oui, Monsieur Salmon. Ah. Merci. Je saisis cette décision modificative pour revenir sur la situation budgétaire de notre commune et tout d'abord nous faire part des inquiétudes de nombre d'associations de Villefontaine qui ont connu, mais on avait déjà eu le débat au mois de mars, au moment du vote du budget, avec la baisse importante des subventions, de 20 à 30%. Les associations aujourd'hui préparent la rentrée de septembre et pour nombre d'entre elles sont employeurs à temps partiel. Mais la situation qui leur est faite avec la baisse de la subvention et partant la raréfaction de leurs ressources les inquiète sur la suite.
Alors, je sais bien qu'un certain nombre d'entre elles vous ont demandé rendez-vous pour essayer de connaître ce qui va se passer et quelle suite peut être donnée, mais beaucoup d'associations Villard sont inquiètes face à cette baisse des subventions. Je voulais m'en faire l'écho aujourd'hui. Je crois que tout n'est pas fini, puisque je sais qu'une ou deux ont déjà demandé des rendez-vous, donc laissons se dérouler le dialogue. Mais en tout cas, je voulais me faire leur interprète sur cette inquiétude face aux conditions de la rentrée après la baisse importante des subventions. 30%, c'est pas rien quand vous êtes employeur, quand vous avez certaines activités. Et puis, je me dois de revenir sur le courrier que vous nous avez adressé, monsieur le maire, en fin de semaine dernière, qui fait état de la trajectoire budgétaire 2023-2024, avec, à la suite des annonces du gouvernement de revalorisation des carrières des agents publics territoriaux et de la fonction publique en général, avec une hausse de la valeur du point, une hausse un rééchelonnement des catégories C et B pour créer un écart avec le SMIC, parce que tout était en train de se faire rattraper par la valeur du SMIC, et des annonces également sur le régime indemnitaire. Donc tout ça modifie vos prévisions budgétaires, puisque pour le budget du personnel, au budget 2023, il y avait une progression prévue de 3%. Alors je ne sais pas de combien ça va impacter pour notre commune en année pleine, mais en tout état de cause, c'est vrai que c'est une situation qui doit être prise en compte et doit recalculer le budget. Mais dans le courrier que vous nous avez adressé aux conseillers municipaux, qui je crois est le décalque de celui que vous avez adressé au chef de service, vous annoncez la suppression de 2 opérations qui étaient inscrites dans votre programme et sur lequel tout le monde avait commencé à travailler, qui était le regroupement dans l'ancien groupe scolaire Prévert, donc dans la partie abandonnée par la CAPI et la petite enfance, des activités du centre social Maison pour tous des Roches et le déplacement du phare au même endroit. Ces opérations n'étaient pas budgétées. Elles n'apparaissaient pas dans la PPI, il n'y avait pas d'autorisation de programme ouvert, donc ça ne va pas changer fondamentalement le budget. Par contre, je m'étonne que cette situation où vous estimez devoir recalculer la trajectoire budgétaire et en attendre des chiffres, je veux bien le croire, ne vous conduit pas à supprimer ou à décaler plus largement dans le temps une opération qui est arrivée ex abrupto au début de cette année 2023, qui est la réalisation d'un nouveau poste de police municipale, puisque c'est 5 millions grosso modo d'opérations, ce qui veut dire qu'en année pleine, en fonctionnement, c'est pas loin de 80 000 euros de fonctionnement supplémentaire pour ce nouvel équipement, et je vous passe le calcul de l'emprunt. Donc, si on doit faire face à une situation budgétaire dégradée, je pense qu'il faut avoir le courage, et c'est le discours que je porterai aussi à la CAPI, avoir le courage de reviser ces opérations, son PPI, pour les opérations non engagées. Celle-ci me semble la plus emblématique, parce que c'est celle qui mobilise le plus d'argent d'ici la fin du mandat, que vous-même ne l'aviez pas prévu en début de mandat, alors que vous connaissiez la situation de la ville, la situation budgétaire et fonctionnelle, je dirais, de la ville. Tout d'un coup, elle est apparue là en 2023. Elle a été votée à marche forcée. On a désigné déjà un mandataire pour réaliser cette opération. Si on doit recalculer notre trajectoire budgétaire, ayons le courage de faire les choix significatifs, parce que 3 millions et quelques, 3,5 millions de hors taxes d'opérations, plus le frais de fonctionnement de la nouvelle structure, ça obère quand même fortement nos finances pour la suite. Bien, je suis désolé, je vais devoir faire une réponse un peu longue. Et d'abord corriger 2 erreurs dans votre énoncé, Monsieur Salmon.
La première, c'est que l'opération consistant à regrouper à l'espace Prévert la Maison pour tous des Roches et le phare, elle n'est pas supprimée. Vous avez dit suppression, c'est pas suppression, c'est report. Et je m'expliquerai après pourquoi le report à cette date précise. La deuxième inexactitude, c'est concernant le poste de police municipale qui, s'il est vrai, est arrivé en cours de mandat. Et les raisons, on en a déjà débattu ici, mais je vais y revenir, figure bien au PPI. Il n'y a pas d'APCP engagé, bien sûr, pour le moment, parce qu'on n'en était pas encore à ce stade. Alors pourquoi avoir été... Après, je reviendrai sur le budget de fonctionnement et sur les subventions. Pourquoi avoir décalé le projet de la Maison pour tous à Prévert maintenant et pas le poste de police? Tout simplement parce que l'opération Prévert, on pouvait l'arrêter aujourd'hui sans être obligé de dépenser d'argent supplémentaire. C'est-à-dire qu'on en arrivait là juste au moment où on allait lancer l'étude programmatique. Et à partir du moment où l'étude programmatique est lancée, le projet ne s'arrête plus. Ça, c'est la première des réponses. La deuxième, c'est que nous avons jugé que c'était le projet dans lequel, et je me suis rendu dans les deux structures accompagné des adjoints en charge de ces dossiers. Je me suis rendu à la MPT des Roches et je me suis rendu au phare pour rencontrer les personnels et leur expliquer pourquoi nous arrêtions ce projet à ce moment-là. C'est aussi parce que, même si je suis conscient et que je sais quelle est leur déception de devoir rester 2-3 années de plus dans ce bâtiment, dans leur bâtiment respectif, on a jugé que c'était ce qui était le moins impactant par rapport au reste. Pourquoi le poste de police maintenant ? Tout simplement parce que dans le projet de mandat qui était le nôtre, on s'est engagé à doubler au moins le nombre de caméras de vidéoprotection, d'augmenter les effectifs de police municipale et que le poste de police actuel n'est plus aux normes de sécurité réclamées pour ce type d'établissement, que les agents sont très à l'étroit et que surtout notre centre de supervision est trop petit, eu égard maintenant aux exigences techniques dont on a besoin pour pouvoir surveiller le réseau des plus de 100 caméras que nous avons et le nouveau système de transmission et avec les nouveaux logiciels d'exploitation. Voilà la raison pour laquelle nous avons priorisé de conduire l'opération du poste de police. Ça a été une décision qui a été prise à l'unanimité de la majorité, à marche forcée si vous voulez, c'est pas grave, je l'assume complètement, parce que c'est aussi le sujet aujourd'hui dans notre ville qui est, je ne vais pas dire plébiscité, mais très demandé par nos habitants, de rajouter de la vidéoprotection, de renforcer, de lutter contre les incivilités. Et je ne vous parle pas de ce dont toutes les communes de France aujourd'hui sont victimes, c'est-à-dire les trafics de stupéfiants. Et ce système de vidéoprotection permet aux forces de l'ordre, si elles n'empêchent pas les trafics, et tout le monde le sait, permet quand même aux forces de l'ordre de résoudre des enquêtes et de démanteler des réseaux, même si on sait que c'est une lutte sans fin. Voilà, il faut qu'on se donne les moyens de pouvoir continuer à travailler dans ce sens. Voilà la raison pour laquelle nous avons choisi de décaler, et je dis bien décaler, l'opération Prévert, on va l'appeler comme ça, au détriment du poste de police municipale. Et je continue à vous dire que cette opération, elle était bien inscrite au PPI. Revenons maintenant sur le budget de fonctionnement. On est passé d'un budget de pratiquement 13 millions d'euros de la masse salariale il y a 3 ans à quasiment 15 millions aujourd'hui. L'impact des décisions gouvernementales sur 2022 que nous avons pu absorber, c'est ce que je vous mets dans mon courrier que je vous ai adressé, nous avons pu l'aborder parce que nous avons une gestion saine et que nous savions comment absorber ces hausses de 2022. Celles de 2023, malheureusement, nous n'avons plus de marge de manœuvre pour pouvoir les absorber. Et si je fais à la grosse, hein, vous me pardonnerez l'expression, le cumul des hausses concernant la masse salariale, et personne ne conteste que c'était nécessaire pour les agents. Personne ne le conteste.
c'est grosso modo pas loin d'1 million d'euros qu'il nous faut absorber sur le budget de fonctionnement. Voilà ce qui nous a amené à prendre une décision qui est effectivement une décision courageuse. Et puis, comme vous n'avez pas été jusqu'au bout de l'explication, je vais la donner pour l'ensemble des conseillers municipaux ici, mais ils ont reçu le même courrier que vous et pour le public. Oui, nous allons devoir, pendant quelque temps, rééquilibrer notre masse salariale, c'est-à-dire ne plus remplacer systématiquement les agents qui partent en retraite ou en mobilité. Ça va nous forcer à nous réinventer, ça va nous forcer à nous réorganiser, ça va nous forcer à nous poser la question à chaque fois qu'un agent quitte la collectivité, de dire comment est-ce qu'on peut s'organiser pour rendre le service, peut-être pas forcément le même. Ça aussi, il faut avoir le courage de le dire. On n'aura peut-être plus les moyens d'assurer le même service public que jusqu'à présent, mais en ce domaine, je pense que le plus mauvais élève, c'est l'État. Et d'autres services publics, pour ne citer que la Poste, par exemple, qui déserte les communes depuis des années et qui reporte la charge sur les communes. Ce que sait très bien faire l'État aussi de son côté, d'ailleurs. Je parle de l'État centralisateur et pas de l'État local. Voilà. Concernant donc les baisses de subventions, oui, nous avons dû, cette année, à notre grand regret, ce n'est pas une décision facile, un élu, on n'est pas élu pour dire non, vous savez. On n'est pas élu pour restreindre les choses. On est là pour essayer d'améliorer le sort des gens. Mais on est là aussi en responsabilité pour gérer l'argent public. Et quand l'argent public se fait rare, eh bien, il faut qu'on le distribue autrement et avec parcimonie. Donc nous avons prévenu effectivement les associations que cette année, compte tenu de toutes les charges qui nous tombaient dessus, et là je ne parle pas de l'augmentation de la masse salariale, je pense à l'inflation, je pense à l'augmentation du coût des fluides, je pense à tout ce qui a augmenté, le coût des matériaux, etc., etc. Il a fallu effectivement qu'on revisite notre budget de fonctionnement en cours d'année. Parce que vous ne me contredirez pas, Monsieur Salmon, parce que vous savez très bien comment fonctionnent les collectivités locales. C'est pas la même chose quand on vous annonce une mesure que vous allez mettre en place sur le prochain budget que quand on vous fait tomber du ciel une mesure avec application immédiate qui vient impacter votre budget qui a déjà été décidé, qui a été voté et qui est en exécution. Il faut faire preuve d'une sacrée agilité. Donc oui, effectivement, nous avons dit aux associations que cette année, on leur demandait un effort. J'ai demandé des efforts aux services, j'ai demandé des efforts aux associations aussi, on a demandé des efforts à nos entreprises, voilà, parce qu'il faut passer ce cap et j'espère bien qu'on pourra revenir à des montants de subventions qui seront plus en rapport avec les attentes des associations. Ceci dit, si vous me permettez un petit commentaire. Il y a beaucoup d'associations qui, par le passé, ont vécu au-dessus de leurs moyens. Et moi, je dis une chose, et ça, c'est pareil. C'est pas très populaire, mais il faut avoir le courage de le dire. Si une association est en péril parce qu'elle ne touche pas la subvention de la municipalité, c'est que cette association, pardonnez-moi, est mal gérée. Parce qu'une association, j'espère pour elle qu'elle a d'autres ressources que les subventions municipales. Ça veut dire que peut-être, elle aussi, il faut qu'elle revoie ses tarifs, qu'elle aussi revoie si elle n'a pas trop de personnel. Il faudra qu'elle aussi, peut-être, vivre sur un moins grand pied. On est tous obligés de s'adapter à cette conjoncture qui est une conjoncture particulière. Nous avons dit que nous continuions à subventionner les associations. Nous leur avons dit que cette année, effectivement, il y aurait des subventions en baisse en moyenne de 30%. On a fait attention, il y en a qui ont peut-être perdu plus, il y en a qui ont perdu beaucoup moins, en fonction de leur objet et de l'impératif qui était les leurs. Et nous espérons qu'effectivement, on pourra revenir à un niveau de subvention. Mais pour y parvenir, eh bien, il faut d'abord qu'on passe le cap objet du courrier que je vous ai envoyé, que j'ai envoyé cette fois-ci à tous les conseillers municipaux et pas seulement à la majorité. Et je pense que vous pourrez me rendre grâce de cela, puisque vous vous plaignez toujours, vous n'aviez pas des informations, vous aviez des informations insuffisantes. Là, vous avez le même niveau d'information que les services et que les élus. Voilà, Monsieur Salmon, je vous avais dit que j'étais un peu long, mais tout cela a pour but, un seul but, c'est conserver la trajectoire financière que la commune s'est fixée jusqu'à la fin du mandat, parce qu'on ne gère pas la petite semaine. Et que si on ne sait pas ce qui se passera en 2026, pas de boule de cristal, mais si nous devons rendre les clés de la ville à une autre équipe en 2026, nous aurons la fierté d'avoir rendu les clés d'une ville
bien gérée, avec des finances saines, un endettement raisonnable qui sera inférieur ou égal à 8 ans d'endettement, ce qui est bien en dessous des 12 ans. Et nous aurons quand même réalisé sur ce mandat plus d'investissements que dans les 20 dernières années. Voilà. Donc je pense que nous n'avons pas à rougir des décisions que nous avons prises et nous n'avons pas à rougir de celles qui sont, même si elles ne sont pas très populaires, que nous sommes obligés de prendre aujourd'hui. Mais c'est le prix à payer pour que demain, nous retrouvions un espèce d'équilibre structurel dans les finances de cette ville qui n'en avait pas depuis le début, parce que vous savez très bien, puisque vous l'avez vécu vous-même, et je conclurai là-dessus, que nous n'en serions pas forcément là si la création de la ville nouvelle avait respecté certains équilibres de répartition des charges et des dépenses entre toutes les communes de la ville nouvelle, et non pas mettre toutes les charges d'un côté et toutes les recettes de l'autre, ou des autres côtés. Voilà. Merci de votre attention. Monsieur Alloul. Oui, je voulais réagir par rapport à 2 points. Le premier que vous avez évoqué, il concerne la question de la sécurité. Sujet d'actualité, très sensible, qu'il faut savoir maîtriser. Enfin, en tout cas, il faut savoir le manier avec beaucoup de doigté pour ne pas tomber dans quelque chose qui, aujourd'hui, inquiète au niveau national. Qui peut être contre la sécurité des citoyens ? Mais je pense que cette vision de poser les choses est une vision complètement erronée. On peut aussi bien travailler sur la question de la sécurité, qui est nécessaire, mais il faut aussi travailler sur la question de la prévention. Et la prévention, ce sont les acteurs associatifs qui sont garants de ce travail-là. Donc d'un côté, c'est tout à fait légitime d'assurer la sécurité des citoyens, personne ne peut s'y opposer, mais de l'autre côté, le fait de travailler, enfin de réduire en tout cas le volet économique, les subventions aux associations, forcément ça a un impact. Donc ce travail-là de prévention n'aura pas lieu. Deuxième chose, le caméraman, ok. Le deuxième point qui concerne les économies que vous avez demandées aux services, aux différents services de la mairie. Par expérience, ça a été prouvé dans de nombreuses entreprises, collectivités, même au niveau de l'État, quand la seule motivation pour introduire du changement est économique, ça produit toujours des catastrophes. On le voit au niveau de l'hôpital, on le voit dans beaucoup de services. L'économie n'a jamais été un moyen de trouver des solutions. Si vous dites effectivement que vous ne voulez pas remplacer les agents, etc., moi je vous invite plutôt à faire un diagnostic sur l'organisation du travail pour optimiser les services. Et là, oui, là on est d'accord. Là, on est sur un levier qui est sur l'amélioration de services plutôt que de faire des économies. Parce que si vous faites des économies, vous n'allez pas forcément solutionner la question de l'organisation du travail et la question de l'efficience et de la qualité. Alors, ce que vous dites n'est pas demi avec ce que j'ai dit, hein, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Je ne vais pas revenir sur le travail de prévention, parce que là, franchement, je crois que à Villefontaine, toutes les structures qui travaillent autour de la prévention, à commencer par nos centres sociaux et différents services, tous les services de la mairie, j'allais dire, à leur échelle, franchement, si vous voulez qu'on fasse une comparaison, je ne vais pas la faire ce soir, parce que ça m'obligerait à citer des communes voisines, et j'entretiens de très bonnes relations avec tous les maires d'entre eux, donc je ne vais pas jeter en pâture, mais regardez dans les villes de notre strate, celles qui ont autant de centres sociaux que nous, et vous pouvez regarder jusqu'à Grenoble, il n'y en a pas tant que ça. Donc sur le travail de prévention qui est réalisé et la présence sur le terrain au quotidien, franchement, on est plutôt bien lotis. Vous avez raison quand on dit... vous avez raison, je suis 100% d'accord avec vous. Quand vous dites qu'on aborde le sujet par le seul biais des économies, c'est pas viable. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, on l'a fait.
ce diagnostic, cet audit des services, il a été fait. Un système de la réorganisation des services du travail, on est dessus. Je parle sous contrôle de Martine Commerson qui est là. On est dessus depuis 3 ans déjà. D'accord ? Le bien-être au travail est un vrai levier des ressources RH ici à Villefontaine. Et vous avez complètement raison quand vous dites qu'il ne faut pas travailler que sur des économies. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a pris une décision. Vous savez que le budget de fonctionnement, c'est 2 chapitres. Le 011, les dépenses générales, et le 012, la masse salariale. D'accord ? Eh bien, les deux sont cloisonnés aujourd'hui. Le 011, on a dit qu'il fallait qu'il augmente de 0, et le 012, on a dit qu'il fallait qu'il augmente de 0. Ça veut dire qu'il faut qu'on absorbe l'augmentation naturelle du glissement vieillesse, technicité, l'ancienneté des agents, les avancements de grade, etc. Pourquoi on a fait ça ? Parce que justement, le budget de fonctionnement ne doit pas être la variable d'ajustement de la hausse de la masse salariale. Parce que sinon, effectivement, on finit par appauvrir les services qui n'ont plus les moyens de travailler. Alors, si c'est ça, effectivement, à la fin, il n'y a plus besoin de personnel, hein, parce qu'ils n'ont plus les moyens de travailler. C'est pour ça qu'on ne travaille pas comme ça. On a cloisonné les deux. Et on essaye de maîtriser les deux chapitres indépendamment l'un de l'autre. Voilà. Je voulais vous apporter cette précision parce qu'effectivement, ça donne une autre vision de l'approche économique que vous avez évoquée. Bien, celle-ci nous éloigne quand même un petit peu de notre décision modificative, mais je sentais que vous aviez besoin de vous exprimer là-dessus. C'est une question budgétaire, on pose des questions sur le budget. Oui. Non, mais vous avez vu que j'y ai répondu avec beaucoup de grâce. Allez, s'il n'y a plus d'autres demandes d'intervention, je la mets au vote sur cette DM1. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Laurent, tu conclus par... Non, tu ne conclus pas. Tu poursuis par la modification du tableau des effectifs. Les économies ont commencé. Alors, effectivement, donc modification du tableau des effectifs. Donc, il s'agit ici de constater, surtout de valider l'évolution en fait du poste d'agent polyvalent des équipements sportifs de catégorie C en technicien spectacle de catégorie B dans le cadre de l'évolution du service vie associative, sport et culture. Donc c'est plus une évolution, j'allais dire, d'organigramme, qu'une nouvelle organisation. Donc c'est un point qui, je l'avais déjà dit en commission, été discuté et puis adopté lors du dernier comité social territorial. Voilà, vous avez les détails, vous n'avez pas le tableau, mais je crois que vous avez tout sur l'écran. Y a-t-il des demandes d'intervention sur modification du tableau des effectifs que l'on fait à chaque conseil municipal ? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Allez, cette fois-ci, règle d'utilisation du compte épargne-temps. Voilà. Dès lors que nous modifions donc les règles d'application du compte d'épargne-temps, il convient de prendre donc une délibération. En l'espèce, depuis l'adoption de la durée du temps de travail de 1607 heures au sein de notre collectivité, il fallait intégrer le fait que le compte épargne-temps soit aussi alimenté par les jours de repos compensateurs. Donc c'est ce que nous vous demandons ce soir par l'adoption de cette délibération. Là aussi, c'est un point qui a été adopté, discuté et adopté lors du dernier aussi comité social territorial. Rien de très transcendant en soi. Hein. Voilà. Il n'y a pas de demande d'intervention. Très bien, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Allez, Madame Guillerminet, création d'un marché de Noël. Ah, ça a l'air de remarcher. Il y a que le mien. Après, on va dire que je censure les conseillers municipaux. Allez, vas-y, Janine. Pour le marché de Noël, tu ne vas pas me censurer. Donc, l'année dernière...
l'année dernière... Là, le micro. Ah, pardon. Non, c'est pas facile. L'année dernière, donc, nous avons organisé un marché de Noël à titre ponctuel et expérimental sur la place de la République. Ce marché était ouvert aux créateurs, aux artisans, aux commerçants, associations, après bien sûr étude de leur dossier de candidature. La réussite de ce temps amène à la reconduction annuelle de cet événement. C'était un temps fort, un moment convivial pour les Villards. Donc nous aimerions refaire ce marché de Noël toutes les années. Et pour cela, il faut décider ce soir de la création d'un marché de Noël annuel sur notre commune et autoriser Monsieur le maire à faire les démarches et à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. En gros, on doit délibérer pour créer quelque chose qui existe déjà. Oui. Voilà, je vous la fais simple, mais en fait, la manifestation qui avait lieu aux alentours du 8 décembre n'était pas qualifiée de marché dans la mesure où c'était plutôt effectivement une animation entre guillemets économique qui était beaucoup ouverte à destination des associations. Sur la dernière opération, enfin sur celle de décembre 2022, on était vraiment avec des commerçants, des artistes, des artisans, des créateurs. Et donc c'est cela qui confère à cette manifestation le caractère de marché. Et donc pour créer un marché, il faut une délibération du conseil municipal. C'est la raison pour laquelle nous délibérons ce soir. Voilà. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas, je soumets aux voix. Donc pour la création de ce marché de Noël, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions? Eh bien, il est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, Madame Kopfer-Schmidt, TLPE. Merci, Monsieur le maire. Donc, l'article 171 de la loi de modernisation de l'économie, je vais le lire parce que c'est important d'aller dans le détail, de l'économie du 4 août 2008, a créé la taxe locale sur la publicité extérieure, remplaçant à compter du 1er janvier 2009 la taxe sur les affiches, réclames et enseignes lumineuses et de la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes. Cette réforme ne laisse subsister qu'un seul type de taxe dont les tarifs sont définis suivant la taille des supports et le seuil de population de notre collectivité, de la collectivité. S'inscrivant dans le cadre du Grenelle de l'environnement, l'objectif de la TLPE est de lutter contre la pollution visuelle sur le territoire de notre commune. Donc la TLPE s'applique pour 3 catégories de supports, dont je vous laisse prendre connaissance, qui sont listés dans la délibération. Sont exonérés une autre catégorie de supports dont je vous laisse prendre connaissance également. La commune de Villefontaine a instauré la taxe locale sur la publicité extérieure par délibération le 13 mai 1981. Les tarifs ont été réévalués par délibération le 6 juin 2005. Dorénavant, donc, et pour la première fois, la ville procédera à compter donc, du vote de cette délibération systématiquement au recouvrement de cette taxe auprès de l'ensemble des commerces redevables. Ce qui m'importe de vous dire, c'est que la municipalité s'est engagée dans une politique volontariste de soutien aux entreprises pour favoriser l'emploi et le développement économique. Aussi, au-delà de l'exonération des enseignes entre 0 et 7 mètres carrés, une exonération totale du versement de la TLPE sera appliquée sur les enseignes lorsque la somme des superficies taxables sera supérieure à 7 mètres carrés et inférieure ou égale à 12 mètres carrés, ainsi qu'une minoration de 50% du tarif pour les enseignes supérieures à 12 mètres carrés et inférieures ou égales à 20 mètres carrés. Tout ceci étant répertorié dans le petit tableau qui suit, donc qui récapitule, voilà, supérieur à 7 mètres carrés et inférieur à 12 mètres carrés, exonération complète, entre 12 mètres carrés et inférieur à 20 mètres carrés, 22,40 € par mètre carré, etc., etc. Ce qu'il est important d'indiquer, c'est que là ce soir on pose le cadre dans lequel on va appliquer cette taxe et qu'elle sera appelée uniquement à partir donc de 2024. Et je veux simplement par ailleurs indiquer que le montant global à percevoir pour cette taxe s'élève à environ 133 000 €, 132 000 € et 928 €. Voilà. Est-ce qu'il faut... Merci Karine. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Bon, s'il n'y en a pas, je mets aux voix
sur l'application à partir de 2024 de la taxe locale sur la publicité extérieure. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je garde le micro. Oui. Tu gardes Donc, le micro pour le Forum de l'emploi 2023. Donc, une délibération sur un événement que l'on connaît bien sur la commune. Effectivement, c'est le conventionnement entre la CAPI, entre la commune et Pôle emploi et la CAPI pour notre Forum de l'emploi pour l'édition 2023. Donc, pour le conventionnement avec la CAPI, cette convention nous permettra de percevoir la subvention de 2 500 €. Et donc, simplement de dire que pour l'édition 2023, le Forum de l'emploi s'articulera autour de 2 temps forts, quasiment identiques à l'année dernière, mais avec une thématique un petit peu différente. Donc, d'abord, un after-work le 16 octobre, donc une soirée de lancement du Forum de l'emploi. Et le thème sera les innovations pour capter, préserver et garder ces ressources humaines au sein de l'entreprise, avec des témoignages de dirigeants d'entreprise et de salariés. Donc, le but de cette soirée est d'apporter des idées inspirantes et innovantes aux entreprises et répondre. Elles sont dans l'attente en fait de ce genre d'événements et de temps de cohésion et de rassemblement, on va dire. Et enfin, le forum inversé le 19 octobre, quand les candidats offrent leurs compétences aux employeurs. Donc, ce format de forum valorise le candidat, il va sans dire, le positionne en offreur de compétences et donne satisfaction aux 2 parties dans son objectif de cooptation de demandeurs d'emploi. Donc, il a encore ce dispositif a encore un côté innovant, parce qu'il est copié par ailleurs et permet effectivement aux candidats de trouver des offres d'emploi et les entreprises donc de trouver leurs ressources humaines. Voilà. Rien de particulier. Merci Karine. Bon, effectivement, une opération qu'on connaît maintenant, puisque c'est la 22e édition avec Pôle emploi du Forum de l'emploi, qui a pris depuis 3 ans une tournure différente avec le Forum inversé, qui est un vrai succès. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Alloul. Pas équipé. C'était juste pour vous faire part d'un projet qui pourrait intéresser peut-être la commune de Villefontaine. Moi, je trouve que le Forum de l'emploi, on l'a toujours été pour, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui rend service à la population et au-delà même de la population villade. La spécificité de ce projet, c'est que c'est du one-shot une fois par an. Et après, il n'y a pas forcément un suivi, donc il y a des rencontres, il se passe des choses intéressantes, mais qui s'inscrivent sur une durée qui est relativement courte. Alors, pour votre information, j'en avais parlé à Madame Penaud lors d'une commission, d'une présentation. Il existe un dispositif qui est financé par l'État, qui pourrait intéresser les jeunes de Villefontaine, qui s'appelle le mentorat. C'est un système de mentorat qui est financé par l'État. Donc, ça coûte 0 centime à la commune et ça coûte 0 centime aux jeunes. Donc, ça concerne les 16-30 ans qui peuvent disposer d'un mentor, mais là, on est sur du moyen et du long terme. Et ça peut être aussi bien un travail sur le projet professionnel que sur l'inclusion professionnelle, etc. Et je pense que ça peut être un complément à ce type de dispositif qui est le Forum de l'emploi. Mais effectivement, on avait échangé après ton intervention avec Daniel. Hein, donc, je note. Ok, merci. Il n'y a pas d'autres demandes d'intervention? Si, Monsieur Salmon. Puisqu'on est dans les échanges de bonnes idées, la soirée du 16 octobre, en fait, tout à fait penser à ce que d'autres collectivités ou d'autres zones économiques appellent un club de DRH et qui mériterait d'être reproduit plus souvent. Parce qu'une fois par an, pour animer la réflexion des DRH dans une zone comme la nôtre, qui a des caractéristiques très tendues, c'est typiquement le type d'opération tous les trimestres que la CAPI, alors à ce moment-là, pourrait prendre en charge. C'était l'objectif en fait, parce que je les ai initiés sur notre commune, mais
l'emploi, il rayonne au-delà de Villefontaine. En fait, c'est un sujet de territoire, donc il peut être difficilement porté uniquement par la ville de Villefontaine. Mais l'objectif, effectivement, c'est celui-ci. Donc voilà, mais là, je ne peux pas parler au nom de la CAPI, en fait. En tout cas, de son vice-président. Mais effectivement, Monsieur Salmon, dans ce domaine, alors c'est marrant parce que vous voyez, l'emploi, c'est pas une compétence communale. Mais je connais pas un maire aujourd'hui en France qui ne s'occupe pas de l'emploi au travers de différents dispositifs. Voilà, donc c'est effectivement toutes les idées sont bonnes, du moins à étudier, à comparer et quand c'est possible à mettre en œuvre. Nous avions organisé l'année dernière les assises de l'emploi, effectivement, avec cet objectif d'ouvrir quelque chose et de le pérenniser, en tout cas de le ritualiser de manière un peu plus fréquente. Mais encore une fois, voilà, pour les raisons que j'ai évoquées, il y a un moment, ça ne nous appartient plus tout à fait, en fait. Voilà, même si on l'impulse. Allez, je vais mettre aux voix cette délibération sur la convention avec Pôle emploi. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. C'est adopté à l'unanimité. Allez, Monsieur Jacques Dos Santos, les subventions exceptionnelles aux classes découvertes. Oui, bonsoir. C'est une délibération qui revient régulièrement. Donc, on vous propose de voter ce soir les subventions aux classes de découverte qui sont donc au nombre de 3 cette année. Vous avez le détail dans la délibération. Une à l'école primaire du Mas-de-Lara qui a concerné 42 enfants, une à Jules Ferry qui a concerné 48 enfants et donc une autre à Christophe Colomb qui a concerné 68 enfants. Vous avez les sommes qui sont proposées à la délibération. Voilà, bon, c'est quelque chose qui revient toutes les années. Alors, on se félicite parce que cette année, il y a quand même eu 3 classes de découverte. Alors, ça a été dur la reprise après le Covid. Mais donc, c'est quelque chose d'assez positif. Monsieur Salmon. Oui, pour Jules Ferry, ce n'est pas 48 enfants, c'est 97 enfants qui sont partis en classe de découverte. Ce qui fait que le taux annoncé de 15 € par enfant et par nuit, si plus d'une nuit sur place, en fait, c'est pas du tout celui qui a été appliqué pour une partie des élèves de ce groupe scolaire. Parce que si je prends les 2 classes supplémentaires qui se sont rajoutées dans le projet, c'est l'objet de votre rapport, on est à 6,45 € par enfant, au lieu des 15 annoncés. Moi, je pense que notre commune s'honorerait à traiter sur un pied d'égalité tous les enfants de Villefontaine et que pour le groupe scolaire Jules Ferry, il y a 97 enfants qui sont partis en classe de découverte. Ils doivent bénéficier du même soutien de la ville que les autres élèves des autres groupes scolaires. Et la dépense supplémentaire est de 2 000 €. Donc on devrait pouvoir supporter ça malgré les augmentations du point d'indice. Est-ce que vous connaissez le proverbe, Monsieur Salmon, plutôt que de vous plaindre que les roses et des épines, réjouissez-vous plutôt que les épines et des roses? Parce qu'il s'applique complètement ici. Vous nous avez déjà fait ce procès en commission. Oui, mais je tenais à ce que l'ensemble de mes collègues je vous ai laissé parler, alors vous me laissez finir, s'il vous plaît. On vous présente une délibération qui, en toute transparence, vous explique, et Jacques Dos Santos vous l'a expliqué en commission, qu'au départ, c'était 47 enfants qui devaient partir. Il se trouve qu'en cours d'année, alors que les budgets étaient votés, que les choses étaient vidées, ce sont 2 classes supplémentaires qui se rajoutent. Et bien que ça n'était pas inscrit au budget, Jacques a trouvé le moyen de leur remettre un bout de subvention supplémentaire. Et vous venez nous faire un procès en disant que c'est scandaleux parce qu'on n'a pas traité les enfants de Jules Ferry de la même manière que les autres. Enfin, écoutez, il faut arrêter de se moquer du monde. Il faut arrêter de se moquer du monde. Voilà. Ils étaient très contents d'avoir une subvention supplémentaire. Les parents d'élèves ont remercié Jacques d'avoir fait un effort supplémentaire. La direction de l'école a dit oui, c'est vrai, on était hors délai de toute façon pour demander plus. Et on a quand même eu un peu plus. Voilà. Donc moi, je crois qu'il faut arrêter ce genre de débat complètement inutile qui ne sert qu'à une chose, c'est à essayer
de minimiser l'action de la municipalité, ça n'apporte rien au débat, si vous me le permettez. Non, mais que vous ne soyez pas d'accord avec mes prises de position, je le conçois. C'est le principe même du débat. Simplement, ne traitez pas par le mépris notre expression. Je ne traite Moi, pas je par peux le aussi, mépris, puisque je vous ai peux répondu. aussi avoir un ton martial, dire avec mes phrases et appuyer les points. J'essaye dans ce conseil d'avoir des expressions mesurées, de donner nos explications. Je maintiens que traiter les 49 élèves supplémentaires de la classe, des classes du collège Jules Ferry en disant « Oh, le budget était voté, on n'a pas pu faire plus ». On est en 2023, le budget 2023, il s'applique sur toute l'année et ce n'est pas 2 000 € pour des classes transplantées qui allaient changer l'équilibre du budget. Donc, ce n'est pas parce que c'est voté que la ligne est consommée. Vous avez la possibilité de faire des transferts de lignes sans passer par le conseil municipal. À 2 000 €, c'était tout à fait possible. Donc, moi aussi, je peux faire des phrases, marteler mes phrases, mes fins de phrases. Ça ne change pas le fond. Vous avez choisi, par raccro, de dire « Oh, vous savez, mon pauvre monsieur, ou ma pauvre dame, puisque c'est souvent des institutrices, on a déjà voté le budget, on ne va pas pouvoir faire plus. En fouillant le fond de mes poches, je vous trouve 620 €, merci. » Je regrette, ce n'est pas à la hauteur des engagements. Vous fixez un cadre. Vous dites la collectivité verse 15 € par nuitée et par enfant, ce que je trouve très bien. Mais pourquoi alors traiter différemment ces 49 enfants du groupe scolaire ? Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas prévus au plan de départ. Voilà. Et alors maintenant, je vais reprendre vos propos. Je ne vous ai absolument pas traité par le mépris. Absolument pas. J'ai effectivement monté un petit peu le ton, mais ça vous arrive aussi. Et je ne vous ai absolument pas manqué de respect non plus. D'accord ? Donc, que je ne sois pas d'accord avec votre prise de position, que vous n'êtes pas d'accord avec ma réponse, ça, c'est la règle du genre. Mais il n'empêche que, dans ce cas précis, on était sur un effectif qui se double en cours d'année. Ce n'était pas prévu. Eh bien, écoutez, je suis désolé. On a fait ce qu'on a pu avec les moyens que l'on a. Et tout le monde en a été content. Il n'y a que vous qui vous en offusquez. Très bien. Allez, je vais mettre aux voix. Je pense que vous allez voter contre. Bon, je vais m'abstenir parce que, encore une fois, je trouve que l'ensemble de l'opération est plutôt de bonne aloi. Pourquoi alors l'amoindrir et fragiliser vos on vous a répondu. positions ? On vous a répondu par 2 fois, par 3 fois même, si je rajoute les explications qui vous ont été données en commission. Mais je vous ai déjà dit ce que je pensais de l'expression des commissions. Ça ne change rien au droit d'expression au Conseil. Et de toute façon, les explications qu'on vous donne ne vous conviennent pas. Donc on n'arrivera pas à un accord, c'est pas grave. Allez, y a-t-il des oppositions à cette délibération ? Des abstentions? 5 abstentions, c'est donc adopté à la majorité. Je vous remercie. Allez, cession d'un terrain sur Saint-Bonnet-Centre. Jacques, toujours. Donc cette délibération concerne la cession d'un terrain qui est à Saint-Bonnet-Centre. Vous avez le plan qui s'affiche à l'écran et que donc, pour ceux qui connaissent, c'était juste à côté, les anciennes réserves de casino, hein. Donc, on a une proposition de cession de ce terrain qui est donc constructible au prix de 243 900 €. Donc, on propose tout simplement ce soir de proposer et de valider cette vente. C'est donc pour faire un type de logement collectif en R+2. Donc, c'est un étage, un rez-de-chaussée plus 2 étages. Voilà. Et c'est rue des Droits de l'Homme. Mais tout le monde voit avec le plan, je pense, où il se situe. C'est où il y a en ce moment la zone de chantier, une des zones de chantier du centre-ville. Merci Jacques. Sur cette opération, y a-t-il des demandes d'explication, des interventions? Monsieur Aloul. C'était juste pour savoir quel type d'habitation. Accession à la propriété. D'accord. Le type T2, T3. T2 ou T4, pardon, oui. T2 ou T4. Voilà. Et pour répondre à une question, je ne sais pas si vous aviez eu la réponse, Monsieur Salmon, suite à la commission, sur les surplus qui sont nommés qui sont sur la délibération dénommés surplus foncia. C'est une erreur du géomètre. Ce sont des surplus communes. Je crois que c'est ce qui est noté dans la... Voilà. Oui, mais je vois que dans la délibération que j'ai, moi, c'est resté, on a laissé marquer surplus foncier. Vous avez la bonne? Bon. Alors, pourquoi moi, je n'ai pas la bonne, moi? Hein? Allez.
Y a-t-il sur cette opération des oppositions, des abstentions? Est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Jacques, toujours. Réitération notariée d'une convention de servitude. Nous avions effectivement validé le 17 octobre 2022 une servitude de passage pour des réseaux électriques, je ne sais pas si vous vous en souvenez, donc à la chaussée du Parc à Villefontaine. Et on nous a juste demandé de vous demander l'autorisation de donner procuration au notaire pour réaliser tous les actes nécessaires à cette servitude de passage. Donc il faut juste donner procuration au notaire. C'est juste vraiment administratif, puisqu'on a déjà validé cette délibération au niveau de servitude de passage. Merci Jacques. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas, je mets aux voix sur cette délibération concernant la convention de servitude, procuration donnée à notaire. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Et je vais passer la parole à Madame Danielle Penaud pour l'intervention de la Maison de la Justice et du Droit dans le PLIE. Bonsoir à tous. Donc c'est une simple reconduction de la convention passée en 2021, donc entre la MJD et la CAPI concernant les interventions de notre juriste dans le dispositif Plan local pour l'insertion et l'emploi. Afin d'animer des ateliers auprès des publics éloignés de l'emploi, ces ateliers permettent d'acquérir des connaissances en matière de droit du travail ou de la famille, de comprendre les codes de l'entreprise, droits et devoirs, et une posture adaptée au cadre légal. Comme il est précisé dans la Convention, ce sont 6 ateliers de 2 à 3 heures qui sont programmés dans l'année en petits groupes de 5 personnes ou 6 entretiens individuels. Donc, le coût unitaire d'une session, c'est 150 €. Recette de l'année pour la commune, 900 €. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette convention, l'intervention de la Maison de la Justice et du Droit dans le PLIE de la CAPI? Très bien, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? On devrait peut-être attendre que M. Vial revienne ou non? C'est bon? Alors, OK. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et Daniel, toujours, changement de dénomination des maisons de quartier. Merci. Donc, suite au rapprochement des maisons de quartier de Saint-Bonnet et de Cervenoble durant l'été 2022, une réflexion a été menée avec les habitants et associations usagères de ces 2 structures afin de trouver une nouvelle identité plus fédératrice pour cet équipement et le déconnecter d'une identification quartier. Par ailleurs, cette démarche nous a réinterrogés sur le repérage de nos structures d'animation et un souci d'harmonisation de celles-ci, avec une dynamique d'ouverture plus large et d'accessibilité pour chaque villard. D'où la volonté municipale de les nommer Maison pour tous et porteuse d'un nom de personnalité, pour certaines en rapport avec la commune et avec l'avis unanime des habitants et usagers. Soit Maison pour tous Denise Tronchet pour les quartiers de Saint-Bonnet, Muissia et Cervenoble, Maison pour tous Laurence Artaud pour le quartier des Fougères, Maison pour tous Abdelatif Loukili et son annexe pour tous Louise Michel pour les quartiers des Rolles, des Armières, des Oursons et du Mas-de-la-Rase. Merci Daniel. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette nouvelle appellation de nos maisons de quartier? Oui, Monsieur Salmon. Sur l'appellation, les appellations elles-mêmes, pardon, pas d'opposition, puisque l'hommage rendu à Denise Tronchet me va droit au cœur. L'évocation de Florence Artaud est cohérente avec le reste des rues, effectivement, enfin d'une partie des rues du quartier des Fougères. Et pour Abdelatif Loukili, c'était déjà le cas. Simplement, en fait, cette présentation de dénomination est la seule présentation officielle, ou en tout cas la première présentation officielle, de la nouvelle organisation des maisons de quartier, des centres sociaux de notre ville. On savait que des changements étaient en cours depuis un certain temps, puisque la Maison pour tous et la maison de quartier Louise Michel partageaient le même directeur depuis un certain temps.
Sur les deux quartiers Saint-Bonnet et Cervenoble, la fermeture de la maison de quartier de Saint-Bonnet, on s'en est déjà expliqué, elle a fait couler beaucoup d'encre, on a déjà eu un débat. Donc aujourd'hui, en fait, en nous présentant les noms, vous nous représentez une nouvelle organisation de l'action des maisons, des centres sociaux de la ville. Donc la question subsidiaire, c'est quid des conventions de prestation de services avec la CAF pour le financement de ces actions. Parce qu'en quelques années, en moins de 2 ans, on est passé d'une organisation à 5 centres sociaux à une organisation à 3. Ce qui fait que sur les frais de fonctionnement ou sur la part de fonctionnement que prend en charge la CAF, sur les postes d'animation et notamment de direction, ça va certainement changer quelque chose. Donc, quid de ces évolutions ? Alors, nous sommes en phase d'élaboration du nouveau contrat de projet avec la CAF. Ces changements avaient déjà été évoqués avec eux, notamment déjà avec l'ancien directeur quand on avait fait le rapprochement, alors, qui est déjà maintenant relativement ancien, entre Louise Michel et la Maison pour tous des Roches, Abdelatif Loukili. Oui, ça aura sans doute une incidence. Je suis bien incapable au jour d'aujourd'hui de vous dire de combien, parce que ça ne dépend pas que du nombre de centres sociaux, ça dépend de la teneur et du contenu du contrat de projet. Voilà. La CAF ne finance pas des établissements, elle ne finance pas des structures, elle finance des actions. Et c'est ça qui est le plus important à retenir. Voilà. Et donc, l'organisation spatiale, entre guillemets, aujourd'hui répond plus à un besoin d'une répartition équilibrée entre les différents quartiers de la ville. Et elle n'a pas d'incidence dans le nombre, enfin, dans les actions qui seront prévues dans le contrat de projet. Contrat de projet qui est en pleine rédaction. Donc, voilà, c'est un travail de longue haleine. C'est généralement une bonne année de travail. Une bonne année de travail, la rédaction d'un contrat de projet. Donc, vous en serez tenu informé au fur et à mesure de l'avancée des travaux. D'autres demandes d'intervention ? Non, je mets aux voix. Donc, sur la nouvelle dénomination. Alors, peut-être si un choix, une explication du moins, pour le fait que nous avons souhaité que ces maisons de quartier s'appellent Maisons pour tous. Elles s'appellent toutes Maisons pour tous. C'est que nous avons remarqué qu'une certaine partie de la population ne se retrouve pas dans l'appellation maison de quartier, qui est peut-être un petit peu trop connotée, un peu trop restrictive. Pour beaucoup, ils veulent pas entendre parler d'un centre social, parce que là aussi, il y a en arrière-plan, dans l'imaginaire collectif, j'allais dire des interprétations de la chose qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité. Et donc, bien souvent, la plupart de ces gens ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur d'une maison de quartier ou d'un centre social. Il nous a semblé que l'appellation Maison pour tous était plus fédératrice, était plus rassembleuse et pouvait s'adresser à davantage de monde, voilà, sans avoir cette espèce de barrière sociale, c'est le cas de le dire, d'un établissement recevant des habitants. Voilà la raison pour laquelle nous avons souhaité que tous nos établissements s'appellent Maison pour tous, ce qui était, je trouve, qui nous a été inspiré par la première d'entre elles, qui était la Maison pour tous des Roches. Oui, monsieur Aloul. Je partage le fait que c'est important de mettre des appellations qui peuvent dissiper les malentendus pour attirer une nouvelle population, pour favoriser la mixité, etc. Et je pense que le simple nom ne suffit pas. Et je pense que là, vous touchez du doigt un vrai problème que nous avons à Villefontaine. C'est celui de l'identité et l'appartenance à la ville. Vous avez des quartiers entiers, notamment les Fougères où j'habite, que je connais très bien, où les gens ne se sentent pas du tout villards. Ils sont en résidence la semaine, le soir, et ils travaillent à Lyon ou ailleurs. Et ils ne vont jamais, par exemple, faire leurs courses ou aller à Saint-Bonnet-Centre. Ils vont aller plus faire les courses soit dans les zones commerciales,
soit vaut milieu pour certains. Et il y a cette problématique, je pense, qui est très importante. Pour faire commune, il faut que les gens se sentent bien dans cette commune et qu'il y ait des passerelles qui peuvent, à un moment ou autre, rassembler les différentes populations, les différentes couches sociales. Je pense que c'est un travail qui mérite vraiment, alors du coup là, une sorte de synergie collective, parce que ce n'est pas le problème de la majorité ou de l'opposition, mais c'est un problème qui touche l'ensemble des villas. Et je pense véritablement qu'il faut qu'on réfléchisse collectivement à cette question. Écoutez, je vous remercie de ce commentaire parce que c'est exactement ce que j'ai souhaité impulser quand je me suis installé dans le fauteuil de maire, où j'avais donné comme feuille de route à Mme Penaud et au service de travailler justement sur faire ville et non pas travailler quartier par quartier comme c'était, j'allais dire, l'histoire de notre ville qui s'est construite quartier par quartier, hein, en laissant de côté le plus ancien d'entre eux d'ailleurs, qui était le village. La problématique des Fougères est une problématique complexe parce que c'est un quartier qui est totalement excentré par rapport au reste de la ville et pour lequel, effectivement, on a du mal à raccrocher la population avec en plus une répartition, j'allais dire, résidentielle collective qui est largement déséquilibrée en faveur du résidentiel. Donc effectivement, des modes de vie et des modes de faire qui sont totalement différents. Et nous travaillons dessus, sans relâche, mais c'est une grande, grande complexité. Vous savez, samedi, on va inaugurer, enfin pas inaugurer parce que c'est pas la commune qui l'a fait, elle a participé à la réalisation, mais il y a une nouvelle commerçante qui réouvre une supérette place de l'Europe aux Fougères. C'est vendredi, pardon, excusez-moi, vendredi. Ce que tout le monde espérait depuis des années et des années, on a tous travaillé pour que ça se concrétise. J'appelle de mes voeux le succès pour cette commerçante qui est courageuse de se lancer, mais j'appelle surtout les habitants des Fougères à respecter son engagement et à faire en sorte qu'elle puisse vivre de son commerce. Parce qu'on peut dire tout ce que l'on veut. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de commerce possible. Hein. Voilà. Et la problématique des Fougères, elle est effectivement très complexe. Mais je souscris à ce que vous avez dit. Allez, donc je mets aux voix le changement de dénomination des noms de quartier. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Allez. Jacques, toujours, fusion des écoles maternelles et élémentaires Galilée pour la rentrée. Oui, donc vous le savez, l'école Galilée est une école qui contient c'est un groupe scolaire avec deux écoles, deux entités, une école maternelle et une école élémentaire. La directrice de l'école élémentaire ayant demandé sa mutation et l'ayant obtenue, il n'y a plus de directrice en fait. Et donc, l'éducation nationale a du mal à recruter les directeurs et les directrices. Donc, avec l'éducation nationale, elle nous propose de fusionner les deux écoles, comme nous avons déjà fait l'année dernière au GS3 Pasteur. Et donc, ce qui a pour fait de pouvoir nommer l'actuelle directrice de la maternelle, qui est évidemment d'accord, comme la directrice de toute l'école. Alors, l'intérêt... il est évident, c'est déjà avoir une directrice qui est volontaire et pas une directrice imposée. L'autre intérêt, c'est qu'il y a des simplifications au niveau de toutes les démarches, puisqu'il y aura une seule école et pas deux entités, donc pas les choses à faire deux fois. Cette proposition on en a discuté hier au conseil d'école. Il n'y a eu aucune opposition ni au niveau des parents et ni au niveau des enseignants. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Je tiens à dire que toutes les écoles qui ont été primarisées, il n'y a eu aucun problème jusqu'à maintenant. Et des écoles non primarisées, il n'y en reste que deux après celle-là. Si on primarise celle-là, il reste deux à Villefontaine. C'est comme la tendance globale de simplifier et de primariser. Voilà. Merci Jacques. S'il n'y a pas de demande d'intervention, démarche classique, je vais mettre aux voix
sur cette primarisation du groupe scolaire Galilée. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Carte scolaire, affectation d'adressage postal sur le secteur de Saint-Bonnet à compter de la rentrée. C'est toujours M. Dos Santos. Oh, c'est purement administratif, mais il a été rajouté quelques numéros à rue Buisson-Rond. Donc, vous avez entre le 100 et le 108. Donc, toutes les maisons aux alentours dépendent du GS 13, donc le ruisseau. Donc, nous vous proposons logiquement d'affecter ces numéros du 100 au 108 à Buisson-Rond, qui sont rue de Buisson-Rond, mais qui vont être affectés au GS 13, le ruisseau. Voilà. Et vous avez la liste pour rappel derrière sur votre délibération de toutes les rues de Villefontaine, à quel groupe scolaire elles sont affectées. Pas de demande d'intervention, c'est classique. Donc je vous mets cette délibération aux voix sur cette modification de la carte scolaire. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et enfin, Jacques, modification du règlement de fonctionnement des accueils de loisirs, de pause méridienne et des séjours. Donc en effet, chaque parent qui inscrit ses enfants donc, à la pause méridienne et puis surtout à l'espace au centre de loisirs doit valider le règlement intérieur. Donc on a apporté quelques petites modifications sur le règlement intérieur qu'on vous propose de valider ce soir. Les deux plus grosses, puisque les autres c'est vraiment à la marge et c'est des choses, je pense, qui n'ont pas d'impact direct. C'est donc, on propose de supprimer la collation du goûter, et le goûter, pardon. Donc c'est la collation, c'est ce qu'on donne aux enfants dès qu'ils arrivent au centre, c'est-à-dire le matin, et de supprimer les goûters. C'est-à-dire que les goûters, alors ils ne seront pas vraiment supprimés, ils seront plus fournis par la commune, mais les parents, alors les collations, il n'y en aura plus. Ça, c'est vraiment une demande de la loi Egalim, de ne plus de mettre de collation le matin. Et les goûters seront maintenus, mais fournis par les parents. Alors, ça concerne les enfants qui seront gardés le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Mais nous garderons la fourniture des goûters pour les mercredis et les vacances scolaires. C'est-à-dire les grandes vacances et les petites vacances, si je puis dire. Voilà ce qui est la grosse modification de ce règlement qui, s'il est adopté, sera appliqué au 1er septembre 2023. Merci Jacques. Des demandes d'intervention? Monsieur Vial. Oui, ça fonctionne, merci. On avait une petite interrogation parce que sur la question de la suppression des goûters sur les temps périscolaires du soir en semaine, vous parlez donc en lien avec le projet éducatif de territoire pour prendre en compte les besoins de l'enfant dans son ensemble. Et quand on reprend le projet éducatif de territoire, qui est un peu plus bas, je suis désolé, j'y vais en direct. J'y arrive, je suis trop vite. Sur les objectifs du PEDT, vous avez un objectif. Alors, je ne remets pas la main dessus, c'est toujours pareil. Mais vous avez l'objectif sur garantir le respect des besoins de l'enfant. Et sur cet objectif qui est décliné un peu plus bas, je suis à quelle page? Voilà. Sur garantir le respect des besoins de l'enfant, vous parlez de maintenir l'attention portée au rythme de l'enfant et entre autres de favoriser le bien-être des enfants au quotidien. La question qu'on se pose, c'est que la suppression de ces goûters vont amener forcément des goûters par les familles, pour la plupart en tout cas. Et là va pouvoir aussi se poser la question sur la question des repas équilibrés et sur la qualité des goûters proposés par les familles. Alors, effectivement, vous avez raison. Quand on a pris cette décision, c'est la première chose à laquelle on a pensé. C'est le goûter équilibré. Alors, je précise qu'il n'est pas supprimé, le goûter. Il est supprimé, il n'est plus fourni par la collectivité. Mais le temps du goûter va être un temps encore pédagogique et un temps qu'on va, au niveau des accueils de loisirs, qu'on a voulu encadrer. C'est-à-dire que ça fait partie du projet de l'accueil de loisirs. Le goûter ne sera pas
manger dans un coin vite fait. Il va être dans le cadre de l'accueil de loisirs, géré par les animateurs, etc. On a demandé aux animateurs et donc aux référents éducatifs qu'on a mis en place actuellement dans tous les groupes scolaires d'être vigilants, et on se donnera la peine, si les goûters on remarque qu'ils ne sont pas équilibrés, de discuter avec les parents, d'essayer, c'est pas toujours simple, mais de les éduquer à qu'est-ce que c'est qu'un goûter équilibré, voilà, pour que ce domaine soit très important et qu'il soit respecté. Alors, je sais ce que vous allez me dire, c'est qu'il y a des parents qui n'ont peut-être pas les moyens de donner un goûter équilibré. Alors on a regardé, et un goûter équilibré n'est pas plus cher forcément qu'un goûter pas équilibré, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une boisson gazeuse pleine de sucre. On peut mettre de l'eau et on peut mettre d'autres choses. Donc on essaiera de les encadrer et de leur expliquer ce que c'est un goûter, et comment on peut le trouver en étant le plus équilibré possible. Voilà. Donc c'est quelque chose qui va se faire en collaboration avec le repas de midi aussi, puisque les enfants sont là à midi. La plupart, ils restent le soir. On va être très vigilants là-dessus. Oui. Alors moi je suis, comme vous pouvez l'imaginer, que partiellement convaincu, voire pas du tout, par rapport à la raison, notamment, qui est une raison de santé, parce que vous le dites vous-même, hein, on va essayer d'encadrer. Pour moi, on va essayer, c'est pas un projet, c'est une intention. On va y arriver ou pas. Par rapport aux parents. Je pense pas que ce soit réaliste. Par contre, on parlait tout à l'heure de prendre exemple sur ce qui se fait, les bonnes pratiques, hein, c'est toujours intéressant. Au lieu d'inventer à chaque fois le fil à couper le beurre, on peut très bien s'inspirer de bonnes pratiques. Il y a des régions, il y a des endroits comme en Aquitaine où il y a eu un programme nutrition, prévention, santé. Là, je l'ai noté pour ne pas oublier l'intitulé. Il y a eu un autre projet sur l'éducation nutritionnelle en Haute-Garonne. Si l'intention était essentiellement autour de la question de la nutrition, j'aurais applaudi des deux mains et dire OK, faisons un programme qui va éduquer les enfants, et les enfants vont à leur tour éduquer les parents, parce que souvent, sur certains points, ce sont les enfants qui éduquent les parents, en tout cas qui les sensibilisent. Je pense que la raison en partie elle est économique, parce que quand vous dites qu'il n'y a pas de suppression, ben si, pour certains enfants il y a suppression, parce qu'avant ils l'avaient, demain ils ne l'auront plus. Et le problème qui se pose, comme je vous l'ai déjà indiqué, c'est que ce que je regrette, c'est que cette décision, elle est généraliste, elle s'implique à l'ensemble, alors qu'il aurait fallu, à mon avis, faire du cas par cas, c'est-à-dire cibler des enfants, peut-être qui n'auront pas la possibilité, c'était leur seule possibilité, d'avoir un goûter ou une collation en arrivant dans la structure, parce que chez eux, ils n'ont peut-être pas les moyens de le faire ou la possibilité de le faire. Donc, moi, je trouve que ne pas faire du cas par cas, ou en tout cas ne pas faire un projet formalisé, puisque c'était l'intention, en tout cas l'explication donnée à l'instant, il aurait fallu le faire dans un cadre d'un projet, avec évaluation, avec des étapes, etc. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et je trouve que, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, que le prisme économique, des fois, il peut être très dangereux, parce que les conséquences peuvent être plus chères que l'économie. Parce que là, on touche la santé. À mon avis, demain, il y aura des enfants qui vont venir avec des chips. Et ce n'est pas parce que l'animateur va dire non, tu sais, il vaut mieux que tu prennes une bouteille d'eau. Ça ne va pas suffire, ce type d'argument. Donc, on aura des problèmes de santé liés à l'obésité, notamment parce qu'on le voit de plus en plus en France. C'est un phénomène qui devient de plus en plus inquiétant. Et en fait, en réalité, l'économie d'aujourd'hui, on la payera plus cher demain. Et on la paiera même sur le plan national. Et excusez-moi de faire une sortie de route là, ça rejoint un petit peu le dispositif classe. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, pour des raisons que vous avez annoncées, qui peuvent être objectives ou subjectives, en tout cas moi personnellement pas convaincu à 100%, au final ça impacte, qu'on le veuille ou pas, même si vous me dites c'est un problème de tension, de salariés, etc. Ok. Mais au final, parce qu'il n'y a pas eu d'autre alternative de toute façon, au final, ça impacte quand même toujours la même population, c'est-à-dire les enfants de familles fragilisées socialement,
et économiquement, et que le coût pour la société, il sera plus cher. Parce qu'à un moment ou un autre, le fait de ne pas accompagner des enfants, on le payera d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est l'analyse que je fais. Et je regrette effectivement qu'il n'y ait pas un vrai projet structuré autour de cette question. Allô ? Oui. Alors donc, moi, je ne pense pas qu'il n'y ait pas un vrai projet structuré, parce que dans le cadre du PEDT, il y a un axe très important, c'est le plan éducatif du territoire, c'est le travail en collaboration avec l'éducation nationale. Et tout ce qui est autour de l'alimentation est très important et énormément mis en valeur et expliqué par l'éducation nationale. Et nous, on va renforcer avec tout ce qui est périscolaire le travail avec l'éducation nationale. Et je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on va expliquer aux enfants ce que c'est une alimentation équilibrée. Et j'espère, et là j'espère, et je vous rejoins, qui diront aux parents, j'en ai marre de manger les chips, je caricature, mais ce n'est pas un repas forcément équilibré. On va essayer d'utiliser ce levier-là. Alors, pourquoi je dis essayer ? Parce que, effectivement, il y aura des parents, je suis réaliste, on y arrivera difficilement, mais on va persévérer. Et je suis assez confiant sur le fait que ça puisse fonctionner. Donc le PDT, ma collègue va en parler juste après, et c'est un axe important, et les écoles sont partantes là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place autour de tout ce qui est alimentation équilibrée, etc. Donc, on peut se donner l'année prochaine pour essayer de vérifier. Monsieur Salmon. Moi, c'est une demande de précision. Jacques Dos Santos a fait allusion tout à l'heure au fait que c'est la loi Egalim qui nous obligerait à supprimer la collation du matin. Alors moi, je veux bien qu'on fasse dire tout et n'importe quoi aux lois, mais je ne suis pas sûr que la loi Egalim parle des collations du matin. Il parle de lutte contre le gaspillage. Elle parle d'introduction d'obligation de repas végétariens et d'étendre l'obligation de repas végétariens, mais elle ne parle pas des collations du matin. Non, elle ne parle pas des collations du matin, elle parle de l'apport calorique dans la journée. Et si on regarde les enfants qui mangent chez eux, parce qu'il y en a beaucoup qui déjeunent chez eux, puis ils arrivent à la LSH, c'est-à-dire pratiquement une demi-heure après, ils remangent une collation, puis il y en a qui goûtent à 10h, puis qui goûtent à midi, qui mangent à midi, puis qui goûtent le soir, ça fait beaucoup, puis qui mangent le soir évidemment après, ça fait beaucoup de grignotage. Donc c'est dans ce sens-là. Je suis d'accord avec vous, il ne parle pas de collation, mais c'est plutôt l'apport calorique sur la journée. Oui, mais alors du coup, ça renvoie à ce qu'évoquait Khalid Alloul à l'instant, c'est dotons-nous d'un plan éducation, santé, alimentation qui permet d'englober l'ensemble de ces temps de restauration, enfin de ces temps éducatifs. Dotons-nous d'un plan alimentaire territorial qui soit un peu costaud, plutôt que là, on dit... D'ailleurs, ça avait été évoqué au moment du budget, c'était une mesure budgétaire, la suppression des collations, je vous rappelle, c'était dans le tableau du budget. Au lieu d'aborder ça encore une fois par le prisme budgétaire, dotons-nous d'un vrai plan lié à l'alimentation, aux apports caloriques, et travaillons sur la durée. Je pense que la suppression du jour au lendemain, ça me surprend toujours, parce qu'on dit « Ah oui, mais on va faire un plan ». Ça, c'est comme... Alors pour... Khalid parlait tout à l'heure de la suppression du dispositif classe. On le supprime, on le supprime en septembre 2022, et on nous dit ah oui, mais la cité éducative va prendre le relais. Alors finalement, elle va prendre le relais sûrement en septembre 2023. Enfin, il sera passé un an dans lequel il ne se passe rien. Et là encore, on supprime avant d'avoir la solution de remplacement. Ouais, enfin, sur le dispositif classe, M. Salmon, c'est vrai qu'on en a déjà parlé. Je veux dire, quand la CAF vous durcit un cahier des charges et puis vous impose des contraintes qui ne sont pas applicables quasiment du jour au lendemain, je veux dire, à qui profite le crime ? Je ne sais pas, mais à un moment donné, il faut aussi remettre chacun en face de ses responsabilités. Moi, Khalid Alloul a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Il a dit, oui, là, vous espérez, c'est une intention, ce n'est pas un projet. Oui, eh bien, moi, je vais vous dire, il faut bien commencer par quelque chose et avoir l'intention de mettre quelque chose en place. C'est déjà le début d'un projet, même si j'admets
parfaitement que le projet il a besoin d'être affiné et d'être mis à l'aune effectivement d'une période d'observation. Je me refuse par contre à mettre une notion de discrimination en disant on va fournir un repas aux enfants les plus défavorisés, etc. Parce que là, enfin, je veux dire, mettre à l'index certains enfants par rapport à d'autres. Vous savez, je suis un peu inquiet, moi, quand je vois aujourd'hui dans nos écoles maternelles la cruauté, pour ne pas dire autre chose, de certains enfants par rapport à d'autres, justement en fonction de leur milieu, qui ne sont pas forcément le même. Et ça m'inquiète énormément parce que ces phénomènes qu'on pouvait constater à partir de la 6e ou voire un petit peu plus tard, aujourd'hui, sont en train de gagner les écoles maternelles. Je pense que ça aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut que nous soyons extrêmement vigilants. Je ne voulais pas faire de digression, mais ça va avec. Je veux dire, effectivement, toute cette... Je ne vais pas dire éducation, parce que... mais en fait, si, c'est éducation qui devrait être partagée avec les parents et dont aujourd'hui beaucoup de parents se déchargent sur l'éducation nationale, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, et sur les collectivités. Et sur les collectivités, il faut que chacun reprenne sa part dans l'éducation des enfants. Et je crois que je suis convaincu de ce que dit Jacques, à savoir que c'est en éduquant les enfants sur ces... Puisqu'on parle là d'équilibre alimentaire, c'est en éduquant les enfants, en leur faisant découvrir autre chose, qu'on pourra effectivement mieux toucher les parents et faire de la pédagogie, parce que c'est malheureusement de ça qu'il s'agit. Voilà. Allez, on va conclure sur cette modification du règlement, parce qu'on va reparler du PEDT tout de suite avec Muriel Lombal. Sur cette modification du règlement, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Alors, 5 abstentions, est adopté à la majorité. Je vous remercie. Allez, Madame Lombard, Monsieur Salmon, je peux vous demander de passer le micro à votre voisine de devant, s'il vous plaît. Merci. Renouvellement du PEDT, justement, on en parlait, Muriel. Bonsoir. Donc, le PEDT, le projet éducatif territorial, permet effectivement de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école. Donc ce projet relève d'une démarche partenariale avec différents services de l'État et l'ensemble des acteurs éducatifs locaux. Donc ce PEDT fait l'objet d'une convention établie entre la commune, l'État et la CAF. Cette convention qui a été signée de 2018 à 2021 a été prorogée à 2 reprises. Elle arrive à échéance et il convient donc de la renouveler. Ce projet est en articulation avec d'autres dispositifs éducatifs dans lesquels la commune est engagée, à savoir la CAF, le contrat de ville, la cité éducative, le programme de réussite éducative. Les principaux objectifs du PEDT sont effectivement de définir des priorités éducatives communes aux différents partenaires, de garantir le respect des besoins de l'enfant, de mobiliser les ressources du territoire et d'améliorer la concertation et la coordination du PEDT. Annexé à la convention du PEDT, il y a le plan mercredi qui décrit les modalités d'organisation et les types d'activités développées les mercredis, sur lequel figure la liste des écoles concernées. Donc les accueils de loisirs périscolaires du mercredi sont aussi organisés autour de 4 axes: continuité éducative, scolaire, périscolaire, extrascolaire, accessibilité de tous les publics, mise en valeur des richesses du territoire, diversité et qualité des activités proposées. Donc cette convention sera signée pour 3 ans, renouvelable par tacite reconduction 1 an à l'échéance. À l'issue, elle sera reconduite pour la même durée. Voilà. Micro derrière Muriel, s'il te plaît. Oui, la question porte plutôt sur l'ancienne convention qui a eu lieu de 2018 à 2020, d'après ce qui vient d'être dit. Donc ça suppose qu'il a été déployé, qu'il a été mis en place. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il serait possible, à défaut d'avoir un bilan formalisé, écrit, etc., d'avoir ne serait-ce que des descriptions d'actions qui ont été réalisées dans le cadre de l'ancien PEDT de 2018 à 2020 ?
Ouais, écoutez, je pense qu'il est possible d'avoir un bilan. Je crois qu'il existe. Oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, à partir du moment où il y a des opérations comme ça, il y a forcément un bilan de clôture. Donc, d'accord. Donc voilà, Muriel, parce que vous ne l'entendez pas, vient de dire que le bilan a été fait avant la rédaction du prochain. Donc on vous le communiquera. La demande a été faite lors de la dernière commission. Donc nous restons dans l'attente de ce bilan. C'est noté au compte-rendu de la commission, je suppose. Allez, c'est parti. Voilà, vous l'aurez. Il n'y a pas d'autres demandes d'intervention ? À la fin du mandat, on va vous faire une liste de Père Noël avec tous les documents qu'on aura demandé sur l'ensemble. Vous n'aurez pas besoin de faire ça, monsieur. Vous fournissez ça vous aurez tout eu par avant. colis postal. Vous aurez tout eu avant. Vous savez, quand je ne veux pas vous donner quelque chose, je vous le dis. Voilà. Mais ce n'est pas encore arrivé. Voilà. Allez, y a-t-il sur cette délibération de renouvellement du PEDT des oppositions, des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Jean-Christophe Duras, modification du taux de la taxe d'aménagement. Non, ça va. Oui. Donc la taxe d'aménagement qui, je rappelle, permet à la commune de financer principalement donc, les travaux de voirie, les travaux qui sont bien sûr nécessaires sur les terrains non desservis pour les futures constructions. Donc l'ATA, cette taxe d'aménagement, est appelée directement par la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques. Elle est demandée par courrier au propriétaire environ 1 an après le dépôt de déclaration de travaux. Et elle est payable en une fois, à part si la somme est supérieure à 1 500 €. Est concernée par cette taxe donc toute personne qui construit ou agrandit un bâtiment nécessitant bien évidemment une autorisation d'urbanisme, alors par exemple une extension, une véranda, un garage. Certains aménagements comme les piscines, les aires de stationnement ou les panneaux solaires fixés au sol, ce qui se fait beaucoup actuellement, sont également soumis à la taxe d'aménagement, mais de façon forfaitaire. Le calcul n'est pas le même, tout simplement. Des exonérations sont prévues par le Code de l'urbanisme. Et dans des cas comme la construction à l'identique, alors des suites d'un sinistre, par exemple un feu ou ce genre de choses, on reconstruit à l'identique, tel que c'était auparavant, sur les mêmes superficies. Le logement social, également les aménagements prescrits par les plans de prévention des risques, et puis enfin les constructions dans les zones particulières ou les périmètres particuliers comme les AC ou les projets urbains partenariales, les fameux PUP. Alors pour la petite historique, le taux actuel de 3% de la TA communale a été instauré en date du 14 novembre 2011, n'a pas bougé depuis, et le 6 juillet 2015, le conseil municipal a délibéré pour utiliser une exonération différente concernant les abris de jardin et les pigeonniers qui, eux, ne payent donc pas de taxe communale, de TA communale. Enfin, je rappelle que le PLU définit de nouvelles OAP. Donc les OAP, c'est les orientations d'aménagement et de programmation. Également, d'autres terrains potentiels seront à ouvrir à l'urbanisation et qui vont évidemment nécessiter pour la commune des investissements supplémentaires d'infrastructures. Il est donc proposé de fixer le taux de la taxe d'aménagement à 5% sur l'ensemble du territoire communal. Voilà. Merci Jean-Christophe. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette taxe d'aménagement? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Les abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Allez, Monsieur Guetta va conclure ce conseil municipal avec 2 délibérations. La première sur les travaux d'aménagement et de requalification du secteur village. Allez, je vous propose de revenir on y revient. On repasse au village. Donc effectivement, les travaux du village qui ont débuté en 2022 et qui ont été réalisés dans un cadre qui était donc un accord cadre à bon de commande de la CAPI et puis par une convention de fonds de concours. Tout ça avait été visé et signé, entériné en juillet 2022.
Comme on l'a dit en tout début de ce conseil municipal, les travaux vont se poursuivre en 2023 et en 2024, avec effectivement des montants estimatifs qui sont affichés ici. Donc la première j'allais dire, participation financière sera de 246 864 et 46 cents pour donc les travaux sur la rue du 8 mai 45 et sur l'avenue du Velin. Et pour l'année 2024 seront concernées la rue du Berthet et j'ai bouffé le deuxième, pardon, la rue du Berthet et la rue des Picotières qui n'a pas été traitée lors de la première tranche des travaux. Voilà, et donc la tranche qui sera réalisée en 2024 se monte à 395 360,62 €. Merci Christian. Y a-t-il des demandes, des questions sur cette délibération de fonds de concours? Je mets aux voix, y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et enfin, un peu plus complexe, une délibération sur le schéma directeur de gestion des eaux pluviales des bassins versants de l'Aïa, Turitain, Bivet, Falavier, Laillé, à Linge. Alors, on a fait le tour du canton quasiment. Voilà, donc effectivement, il y a un objectif qui est de réaliser une analyse hydraulique des bassins versants, donc le Bivet. C'est le vallon qui va de Bonnefamille jusqu'à Saint-Quentin-Falavier, et on arrive dans l'axe de la gare. L'Aïa Turitain, donc ce sont les eaux qui descendent des fougères, des roches, et qui transitent par l'étang de Saint-Bonnet et qui finissent dans la Bourbe, et avec un droit d'eau qui va sur la Verpillière. Et puis il y a le Laillet et les Alinges, donc effectivement c'est le secteur ça également de Saint-Quentin-Falavier qui finit dans l'étang de Saint-Quentin. Alors il y a différentes compétences qui sont concernées, et l'idée c'est d'aller sur un groupement de commandes dans lequel on va retrouver les Pages de la Bourbe, la Capie et les 3 communes qui sont concernées, c'est-à-dire la Verpillière, Saint-Quentin-Falavier et Villefontaine. On confierait, du moins la Capie confierait cette mission d'étude à Sarah Développement, avec des montants qui sont peut-être pas affichés là, mais qui sont de l'ordre de 50 000 € pour l'enveloppe globale. Et donc le mandataire qui serait donc rémunéré à hauteur de 15 000 € et 35 000 € pour l'étude. On est aussi sur des secteurs qui ne sont pas couverts par la GEMAPI, c'est-à-dire qui ne sont pas dans la gestion des milieux aquatiques et protection des inondations, ce qui veut dire qu'à l'issue de l'étude, il y aura peut-être effectivement des ouvrages à améliorer, peut-être des ouvrages à créer, mais aujourd'hui on n'a pas effectivement de cartographie qui, sur par exemple des pluies diluviennes, des épisodes Cévenol, pourrait nous mettre en garde et nous accompagner pour, j'allais dire, mettre en place des protections ici et là. Voilà. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Oui, Monsieur Salmon. Cette fois-ci, il n'y a plus de pile. Je fais rappel à la mémoire des plus anciens du Conseil, mais il me semble bien que cette étude avait déjà eu lieu, notamment sur le bassin, sur une partie des roches et du Velin, puisqu'il y avait une servitude assez importante qui pesait sur l'aménagement de la partie aval du parc du Velin. Le Clou, le vallon du Clou. Alors pour les plus anciens dont je ne fais pas partie, effectivement cette étude est bien toujours connue. Les conclusions sont effectivement archivées à la Capie, et ça explique la première tranche de travaux qui a été réalisée le long du boulevard de Villefontaine, ce que j'appelle la rivière canadienne, qui permet effectivement d'absorber les eaux de ruissellement du boulevard et qui évite effectivement d'aller l'impasse de la Boutasse, éviter de noyer l'impasse de la Boutasse. Mais il y a effectivement sur le vallon du Clou, une étude qui existe, mais l'étude dont voilà. Bon, ben, je crois qu'on va. L'étude dont on parle. Alors, l'étude dont on parle ce soir viendra complémenter effectivement l'historique du territoire
Mais effectivement, l'historique sur le Vallon du Clou est bien archivé à la CAPI et connu. Voilà. Mais j'en ai entendu parler sur le mandat précédent. J'en ai entendu parler sur le mandat précédent. On l'appellera ce soir. Bien. Allez, l'important, c'est que les choses se fassent. S'il n'y a plus de demande d'intervention, je mets aux voix cette délibération sur la réalisation d'un schéma directeur de gestion des eaux pluviales sur nos bassins versants. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Eh bien, c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, ce conseil municipal étant arrivé au bout de l'autonomie des piles de nos micros, et s'il n'y a pas de questions diverses, je vous propose de nous en arrêter là pour ce soir en vous souhaitant un bel été à toutes et à tous, et on se donne rendez-vous début octobre pour le prochain conseil municipal. Mesdames, Messieurs, la séance est levée. Je vous remercie.